التمديد مرفوض. أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. À la veille du début des consultations parlementaires contraignantes au palais de Brabda, le nom du député Tamam Salam est largement cité pour le poste de Premier ministre. Najib Miati, lui, n'acceptera d'être conduit qu'en cas de consensus. Élection législative, le PSP de Walid Jumblat présente sa liste sur la base de la loi de 1960. Les partis chrétiens, eux, refusent désormais de présenter des candidats tant que cette loi électorale sera toujours en vigueur. Des milliers de personnes assistent aux obsèques de 2 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne en Cisjordanie. Mahmoud Abbas accuse Israël de mettre en danger les tentatives de relance du processus de paix. Et à suivre également dans cette édition, les provocations se poursuivent sur la péninsule coréenne. Alors que Pyongyang menace de frapper les territoires américains du Pacifique, Washington consolide son dispositif de défense sur l'île de Guam. À la veille du début des consultations parlementaires conjointes au palais de Brabda, le chef du courant du futur, Saad Hariri, et le leader du Parti socialiste progressiste, Walid Jumblat, auraient décidé de nommer le député de Beyrouth, Tamam Salam, au poste de Premier ministre. Salam se serait engagé à ne pas se présenter aux élections législatives s'il est chargé de former le prochain gouvernement. Il s'est d'ailleurs rendu en Arabie Saoudite ce jeudi. On devrait connaître le nom du candidat de l'Alliance du 14 mars dès ce soir à l'issue de sa réunion. De son côté, le Premier ministre démissionnaire Najib Miati a annoncé son refus assorti d'une condition d'être à nouveau nommé au poste de chef du gouvernement lors des consultations parlementaires contraignantes prévues demain et samedi. Dans un communiqué, il a remercié toute personne qui a proposé son nom à la tête du prochain gouvernement, précisant qu'il n'accepterait pas un tel poste qu'en cas d'un large consensus. Selon lui, le nouveau cabinet doit être un gouvernement d'union nationale au sein duquel toutes les parties sont représentées. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Marouane Cherbel, souligne son refus d'organiser des élections législatives en l'absence de consensus entre les différents partis sur une loi électorale. Selon lui, seulement 16 candidats ont jusque-là présenté leur dossier au ministère de l'Intérieur pour les législatives prévues le 9 juin. Hier, les représentants des partis chrétiens ont indiqué qu'ils ne présenteront aucun candidat sur base de la loi de 1960 qui est toujours en vigueur. Ils ont par ailleurs retiré leur soutien au projet du Rassemblement orthodoxe qui bénéficie jusque-là de leur appui, le temps d'essayer de mettre au point une formule qui a l'aval de tous les partis. Pour sa part, le PSP a présenté au ministère de l'Intérieur sa liste de candidats aux élections législatives sur la base de la loi électorale de 1960, un dépôt de candidature qui intervient dans le cadre de l'engagement du parti à respecter la Constitution, selon son porte-parole. Selon lui, la position du PSP rejoint celle du chef de l'État, Michel Sleiman, qui appelle au respect des délais constitutionnels et à la tenue des législatives à la date prévue. L'ambassadeur saoudien au Liban a été reçu par le patriarche maronite Marbshara Boutros-Serraï à Kirké ce jeudi. À l'issue de la rencontre, Ali Awad Hassiri a appelé les Libanais à privilégier le dialogue et l'unité face aux dangers qui menacent leur pays dans une région régie par les tensions. Assurant le soutien de l'Arabie saoudite à la stabilité du Liban, le diplomate a appelé les responsables à former un nouveau gouvernement d'union nationale et à s'unir autour du président Sleiman. Le puissant clan des Mogdad menace de recourir à l'escalade si les autorités libanaises ne libèrent pas des membres du groupe arrêtés fin 2012 pour constitution de bande armée. Des menaces qui interviennent à l'issue d'une manifestation pendant laquelle des jeunes ont bloqué l'avenue Hadi Nasrallah dans la banlieue sud de Beyrouth. Ils appellent aussi à la libération immédiate de Hassan Mogdad, enlevé l'année dernière en Syrie. En août dernier, le clan avait procédé à une série d'enlèvements de Syriens au Liban en représailles au kidnapping de Hassan Mogdad. Les Syriens avaient fini par être relâchés, notamment après une intervention de l'armée. Plusieurs membres du clan ont été arrêtés pour constitution de bande armée. En Syrie, ce jeudi, Bachar el-Assad estime que la Ligue arabe manque de légitimité, une réaction à la décision de l'organisation d'accorder le siège de la Syrie à l'opposition.
Pour le président syrien, c'est une ligue qui représente les États arabes, pas les peuples arabes. Elle ne peut donc ni accorder une légitimité, ni la retirer. La Syrie était suspendue de l'organisation panarabe depuis novembre 2011 en raison de la répression violente de la révolte. Assad a par ailleurs accusé le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan d'avoir menti au sujet du conflit en Syrie. Ankara réclame le départ du président syrien et soutient les rebelles dans le conflit qui a fait, selon l'ONU, plus de 70 000 morts depuis mars 2011. La Turquie accueille en outre quelques 200 000 réfugiés syriens sur son sol. Au retour de la pause, direction la Chine où le nombre de cas de grippe aviaire est en train d'augmenter. Troisième journée de troubles dans les territoires palestiniens après la mort d'un prisonnier détenu en Israël. 2 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie hier. Des milliers de personnes ont assisté à leurs obsèques ce jeudi. Tsahal a indiqué avoir ouvert le feu sur des manifestants qui lançaient des cocktails Molotov sur les forces de sécurité. Selon des responsables palestiniens, les 2 hommes étaient âgés de 17 et 18 ans. L'armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête sur cet incident au cours duquel un Palestinien a également été blessé. Les tensions se sont accrues dans la bande de Gaza et en Cisjordanie après la mort mardi de Maïsara Abou Hamdeya, 64 ans, victime d'un cancer en phase terminale. Il servait une peine de réclusion à perpétuité dans une prison israélienne. Les Palestiniens, eux, accusent Israël d'avoir tardé à le transférer vers un hôpital et d'avoir refusé de le libérer. Et puis cette réaction de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, accuse Israël d'être derrière l'escalade en Cisjordanie et de mettre en danger les tentatives de relance du processus de paix. Il estime que l'État hébreu est responsable de son impact négatif sur les efforts internationaux et notamment américains pour redémarrer les négociations au point mort depuis plus de 2 ans. Le leader kurde emprisonné, Abdallah Öcalan, appelle les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan à quitter la Turquie sans leurs armes dans le cadre d'un processus de paix avec les autorités turques. Ce retrait sans armes des rebelles du PKK, tel qu'il est voulu par le gouvernement d'Ankara, constituerait une avancée significative dans le règlement d'un conflit qui a fait plus de 40 000 morts depuis 1984. Le PKK a proclamé un cessez-le-feu fin mars à la demande d'Öcalan qui négociait depuis octobre dernier avec les services de renseignement turcs. Le retrait est donc l'étape suivante, mais le parti kurde demande d'abord l'assurance écrite que ces hommes pourront bien quitter la Turquie en toute sécurité. Séoul et Washington, qui prennent très au sérieux les menaces de Pyongyang, poursuivent leurs manœuvres militaires conjointes dans la péninsule coréenne. Des soldats américains et sud-coréens ont effectué des exercices de décontamination ce jeudi en cas d'éventuelle attaque chimique ou biologique. 250 soldats d'un bataillon chimique ont par ailleurs été déployés sur la base américaine de Camp Stanley au nord de Séoul. Ils sont venus renforcer un contingent américain d'environ 30 000 hommes qui est stationné depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Toutes ces mesures interviennent alors que le régime du jeune dictateur Kim Jong-un ne cesse de multiplier les provocations à l'égard des États-Unis, notamment à Hawaï et les îles de Guam dans le Pacifique. Washington va d'ailleurs déployer un système de missiles antibalistiques sur l'île. Pendant ce temps, en Chine, les autorités poursuivent les analyses sur le virus H7N9, une nouvelle souche de la grippe aviaire, qui a fait une 3e victime dans la région de Shanghai. Le nombre de malades a également augmenté. 7 cas sont désormais recensés, mais ils pourraient être bien plus nombreux. L'OMS écarte pour l'heure un risque de pandémie, soulignant que la maladie se transmet uniquement de l'animal à l'homme. Mais des scientifiques craignent une mutation du virus. Le retour de la grippe aviaire en Chine préoccupe la communauté internationale, en particulier les pays asiatiques, qui craignent de voir débarquer le virus sur leur territoire. Le Japon a relevé d'un cran son niveau de vigilance. De son côté, le Vietnam a interdit les importations de volailles chinoises. 3 mois après la tuerie de Newton, le Congrès du Connecticut a adopté une nouvelle loi. Objectif, renforcer les contrôles sur l'acquisition et la détention d'armes à feu. Le drame dans l'école élémentaire de Sandy Hook avait coûté la vie à 20 enfants et 6 adultes en décembre dernier. Après 8 heures de débats qui se sont poursuivis dans la nuit, la Chambre des représentants locaux a adopté par 150 voix contre 44 le nouveau texte. Un texte décrit par ses partisans comme l'un des plus restrictifs des États-Unis dans ce domaine. La loi impose désormais une vérification des antécédents de tout acheteur privé d'armes à feu. Elle interdit aussi de posséder des chargeurs à grande capacité. Tout détenteur de chargeurs de plus de 10 cartouches devra les déclarer auprès des autorités locales. Une absence de déclaration sera considérée comme un crime
à compter du 1er janvier 2014. En bref, dans le reste de l'actualité de ce jeudi, au moins 54 personnes ont péri en Argentine à la suite de pluies torrentielles. La région la plus touchée est celle de La Plata et de Buenos Aires. À certains endroits, la montée des eaux a atteint 2 mètres de haut. Des milliers de personnes ont dû abandonner leur domicile. La Croix-Rouge argentine a installé un centre de crise et les gardes-côtes ont également été appelés en renfort. La présidente Cristina Fernandez s'est rendue sur place pour rencontrer les déplacés. 7 danseurs du Ballet national de Cuba ont fui le régime communiste en mars lors d'une tournée au Mexique. Il s'agit de 2 hommes et de 5 femmes âgées de 20 à 24 ans. 6 de ces danseurs ont depuis rejoint les États-Unis et la Floride, tandis qu'un 7e est resté au Mexique. Le Ballet national cubain, l'une des plus prestigieuses institutions culturelles du pays, effectue régulièrement des tournées à l'étranger pendant lesquelles certains de ses membres en profitent pour s'enfuir. Et puis ces images impressionnantes qui nous parviennent de Tchétchénie, un gratte-ciel en construction de 40 étages ravagé par le feu. Les autorités assurent qu'il n'y a pas eu de victimes et que des dizaines de personnes ont pu être évacuées à temps. Le sinistre a pris dans le nouveau quartier de Grozny, la capitale, censé incarner la modernité nouvelle de la ville, détruite par 2 guerres successives depuis 1994. Le palais Bourbon, rebaptisé palais Bourdon. En effet, 3 ruches ont été installées sur les toits de l'Assemblée nationale à Paris. 3 ruches, une bleue, une blanche et une rouge, ornent désormais le toit de la salle des fêtes qui relie l'hôtel de la C, la résidence du président de l'Assemblée, au palais Bourbon qui abrite notamment l'hémicycle. 6 salariés de l'Assemblée se sont portés volontaires pour suivre une formation et s'occuper des 3 ruches. Les essaims devraient arriver vers la fin avril dès que la température sera plus clémente. Des ruches sont installées depuis plus de 150 ans dans les jardins du Luxembourg au Sénat. D'autres ruches ont été installées en 1982 sur le toit de l'Opéra Garnier de la capitale. Elles produisent un miel très prisé car les espaces verts de Paris ne sont pas traités avec des pesticides. Je pense que c'est une belle opportunité de sensibiliser beaucoup de gens, que ce soit des publics variés et des hommes politiques au rôle des abeilles, qui est non seulement de produire du miel, bien sûr, mais aussi de polliniser et donc de travailler, de maintenir la biodiversité en fécondant toutes les plantes à fleurs qui vont donner des fruits et des graines. Voilà, donc pour nous, c'est un très beau symbole. L'activité est aussi intense dans les 2 cas, mais nous ne produisons nous-mêmes pas de miel, alors que là, nos 3 ruches, on a comme objectif de produire entre 100 et 150 kg de miel par an, c'est-à-dire si on fait des petits pots, pas trop gros, 800, et on les distribuera soit quand il y a des visites pédagogiques avec des enfants qui viennent à l'Assemblée nationale sur des projets de développement durable, on pourra leur faire goûter ce miel ou à des associations caritatives si on a vraiment beaucoup de miel. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. À la veille du début des consultations parlementaires contraignantes au palais de Brabda, le nom du député Tamam Salam est largement cité pour le poste de Premier ministre. Najib Niati, lui, n'acceptera d'être reconduit qu'en cas de consensus. Élection législative, le PSP de Walid Jumblat présente sa liste sur la base de la loi de 1960. Les partis chrétiens, eux, refusent désormais de présenter des candidats tant que cette loi électorale sera toujours en vigueur. Des milliers de personnes assistent aux obsèques de 2 Palestiniens tués hier par l'armée israélienne en Cisjordanie. Mahmoud Abbas accuse Israël de mettre en danger les tentatives de relance du processus de paix. Et puis les provocations se poursuivent sur la péninsule coréenne. Alors que Pyongyang menace de frapper les territoires américains du Pacifique, Washington consolide son dispositif de défense sur l'île de Guam. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programme sur notre antenne et à demain. التمديد مرفوض. أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير